Renouons avec l'ADN de notre émission aux frontières de l'inconnu, avec les grands mystères qui ont jalonné notre histoire. Du mythe de l'Atlantide au tombeau de Toutankhamon, du masque de fer à l'horrible Jacques l'Éventreur, en passant par l'énigme du Saint-Suaire ou celle de Louis XVII, nous allons, au cours de plusieurs émissions, apporter un éclairage nouveau sur ces grandes énigmes de l'histoire de France ou d'ailleurs, pour en peser la part de légende et de réalité. Pour cela, je recevrai au cours de nos différentes émissions notre conférencier, philosophe et historien, Dominique Vibrac. Bonsoir Dominique. Bonsoir Sabrina. Bonsoir à tous ceux qui suivent régulièrement notre émission et bienvenue aux nouveaux auditeurs. Alors, la première grande énigme que nous aborderons au cours de cette nouvelle série d'émissions aux frontières de l'inconnu est celle d'un tueur en série, Jack the Ripper ou Jacques l'Éventreur. Alors, nous sommes en 1888 dans une Angleterre qui se débat dans des difficultés économiques qui provoquent des troubles sociaux de plus en plus fréquents. Et nous sommes au cœur d'un quartier pauvre de Londres, Whitechapel, rongé par une pauvreté endémique et la prostitution. Et là, dans ce contexte, se produisent des meurtres atroces. Une presse avide de sensations qui leur consacre une couverture médiatique sans précédent, il n'en faut pas moins pour que naisse la légende de Jack the Ripper ou Jacques l'Éventreur. Au cours de notre émission, nous examinerons les faits, la chronologie, l'enquête. Et au cours d'une seconde émission, nous tenterons de percer le mystère de l'identité de ce Jacques l'Éventreur. Concernant cette identité, il semblerait qu'en 2014, on ait annoncé que ça y est, on connaissait enfin Jacques l'Éventreur. Est-ce vrai, Dominique? Alors, en 2014, il y a un célèbre, vous savez, il y a plusieurs noms pour qualifier ceux qui s'intéressent à l'histoire de Jack l'Éventreur. On pourrait dire éventrologue, bon, c'est la riporologie aussi, ou la ripérologie plutôt, c'est-à-dire l'étude systématique des hypothèses concernant Jacques the Ripper, Jacques l'Éventreur. Effectivement, l'un de ces célèbres riporologues, du nom de Russell Edwards, a annoncé avec un argument tiré de l'ADN qu'on connaissait enfin le nom de ce meurtrier en série qui avait déferlé la chronique. Et il pensait avoir une preuve de cette identité. Alors je vous donne tout de suite le nom de celui qu'on a présenté à l'époque comme Jacques l'Éventreur, qui avait déjà été envisagé comme un candidat potentiel pour ce rôle. Il s'agit d'un certain Aaron Kosminski, qui est coiffeur, barbier, juif polonais, présentant manifestement des troubles psychiatriques, qui était né en 1865, qui est mort dans un asile en 1919, mais qu'on avait écarté pour deux raisons principales. La première, c'est que sa folie semblait plus pacifique que véritablement violente. Il était dérangé, ça très certainement, mais il ne présentait pas de signe d'être un assassin. Et puis, la deuxième possibilité pour laquelle effectivement on avait écarté cette hypothèse, c'était la crainte d'une flambée très violente d'antisémitisme, comme il pouvait y en avoir déjà à cette époque. Donc, on a enterré en quelque sorte cette hypothèse à Aaron Kosminski jusqu'à ce que Russell Edwards la ressorte. Alors, il l'a ressorti à partir d'un châle qu'il avait racheté, qui appartenait à l'une des victimes, sur laquelle il y avait des taches diverses, notamment de sperme, et on a donc fait une identification d'ADN et on a trouvé un ADN compatible avec les descendants de Kosminski.
mais c'est l'ADN mitochondrial. Ce n'est pas l'ADN nucléaire. Vous savez qu'il y a deux types d'ADN. Et l'ADN mitochondrial, en définitive, ne prouve pas l'identité d'une personne, mais simplement, on peut dire qu'il y a vous savez, la justice utilise cet ADN mitochondrial, pas pour identifier un coupable, mais pour disculper quelqu'un, pour dire que s'il n'y a pas l'ADN mitochondrial, ça veut dire que cela ne peut pas être cette personne. En revanche, la présence d'ADN mitochondrial n'est pas considérée comme une preuve. En outre, cet ADN mitochondrial sur le châle, ça veut dire simplement que ce châle a été touché par quelqu'un, mais ça ne veut pas dire évidemment que ce soit Jacques Léventreur. Vous savez que les preuves par ADN sont quelquefois critiquables parce que ce n'est pas parce qu'il y a de l'ADN sur un châle que la personne a tué celle qui possédait ce châle. Enfin, il y a une contestation sur la possession effective du châle par l'une des victimes de Jacques Léventreur. Donc en définitive, je crois qu'aujourd'hui, la plupart des observateurs, des éventrologues, retiennent cette hypothèse comme n'étant pas prouvée, pas fondée. Donc on ne sait toujours pas véritablement qui est Jacques Léventreur, ce qui d'ailleurs nous permet de faire cette émission et ce qui nous permet aussi d'imaginer bien des choses. Je vais quand même proposer un peu plus tard, Ce sera je vais l'objet proposer quand de même une voilà, ce hypothèse. sera l'objet de notre seconde émission d'examiner toutes les hypothèses et la vôtre, mon cher Dominique. Donc Jacques Léventreur. Alors quel était le contexte? On était, en 1888. Qui régnait à l'époque? Alors c'est la fameuse ère victorienne, la reine Victoria qui aura un règne très long, le plus long, avant bien sûr Élisabeth qui actuellement encore règne d'Angleterre, donc qui a régné de 1837 à 1901. Le Prime Minister est Lord Salisbury, qui aura certainement un rôle parfois pour enterrer cette affaire. Bon, on pourra en reparler au fil de notre échange. L'Angleterre est quand même la grande puissance, c'est elle qui a connu les débuts de la révolution industrielle, mais il y a eu un effet pervers à cette révolution industrielle, avec un exode aussi rural important, une concentration dans la ville de Londres, c'est l'explosion de la misère, du paupérisme, de la pauvreté sous toutes ses formes, avec la création de véritables ghettos. Alors, il y a une sorte de ghetto juif non loin, mais ils se sont surtout des poches de misère dans ce quartier où vont avoir lieu ces meurtres, dans le East End, qui est plus pauvre que l'Ouest londonien, et dans cette partie du East End, ce qu'on appelle Whitechapel, et dans une partie de Whitechapel qui est particulièrement sordide. Et effectivement, il y a un grand nombre de prostituées. Vous savez, on présente souvent l'ère victorienne comme étant celle d'un puritanisme triomphant et implacable, mais en réalité, c'est l'ère de l'hypocrisie, car les prostituées, évidemment, ont beaucoup de clients, et elles en ont souvent beaucoup chaque soir, parce que les passes... Alors, ça dépend du type de prostituée. Il y a des prostituées chics, en quelque sorte, les plus jeunes, les plus belles. On appellerait ça plutôt aujourd'hui des escortes. Ce sont des sortes de courtisanes. Alors, elles, évidemment, gagnent bien leur vie et se font plutôt entretenir, en fait, qu'elles ne sont payées pour une passe. Et puis, il y a une flopée de prostituées misérables, déjà, disons, sur le retour, qui ont 40 ans et plus. Ça va être le cas de 4 des victimes sur 5 de Jacques Léventreur. Ce ne sont pas de très belles jeunes filles comme on en voit dans les films, si pulpeuses, si séduisantes, si belles, des mannequins. Non, ce sont des femmes qui sont déjà abîmées par la vie et qui ne sont pas très belles et qui souvent n'ont pas les moyens non plus de s'entretenir très bien physiquement. Donc on Donc est il y a toute une poche de prostitution, la prostitution low cost dirait-on aujourd'hui, et il faut qu'une prostituée pour se loger simplement, pour payer un logeur, pour payer une nuit quelque part dans un asile, eh bien fasse plusieurs passes. Donc vous voyez qu'on est dans un contexte, un climat de misère particulièrement glauque et désolant. Donc dans un quartier, populaire, dans un quartier plus que populaire, dans un Plus quartier que populaire, pauvre, oui. dans un quartier pauvre, dans un quartier où règne, la prostitution, donc Whitechapel. Whitechapel, pourquoi Whitechapel? Est-ce que vous le savez? Est-ce que Non, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait une chapelle blanche une à cet chapelle blanche? endroit-là. L'appellation existait déjà, en tout cas, à l'époque, hein. Alors donc, ce sont des meurtres qui se sont produits, sur un temps relativement court? Alors,
La première chose à dire, c'est que c'est au fond la narration, notamment dans les journaux de ces épisodes, qui a en quelque sorte discerné 5 meurtres qu'on associe au même personnage de Jack l'Éventreur. Mais on ne sait pas trop si Jack l'Éventreur n'a commis que ces 5 assassinats, et on ne sait pas non plus, en définitive, s'il n'y a pas plusieurs personnes qui ont pu connaître ces assassinats. Vous n'avez pas une série de 5 meurtres dont on est soit absolument sûr qu'une seule personne les ait commises et qu'elle n'ait commis que ces assassinats-là. Il y a cependant un air de famille entre ces meurtres, alors qui commence, le premier c'est le 31 août, fin de l'été, donc 31 août 1888, et le dernier c'est en novembre de la même année. Alors ça c'est très intéressant et très important, parce que si nous sommes effectivement en présence d'un tueur en série, avec notamment une grave pathologie psychiatrique, il est très intéressant de se demander pourquoi ça commence à tel moment et pourquoi surtout ça s'arrête. Puisque si on est en présence d'un tueur compulsif, c'est-à-dire qui est poussé de façon irrésistible à commettre des meurtres, à en faire de plus en plus, et des meurtres de plus en plus élaborés, pour jouir en quelque sorte avec cruauté de ce qu'il fait, eh bien on se demande pourquoi ça s'est arrêté. Peut-être est-il mort, peut-être est-il en prison, peut-être savoir pourquoi. Donc, c'est très intéressant de voir s'il y a effectivement une vérité de cette délimitation. Ça donne un indice. Qui Alors, est ce Jacques l'Éventreur? Pourquoi il a commencé? Comment il va finir? Alors, concernant les meurtres, il y avait des meurtres, il y en avait beaucoup à l'époque. On en a répertorié une vingtaine sur quelques mois. Et les meurtres dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle les meurtres canoniques, les 5 Exactement. meurtres Canonique, ça canoniques. veut dire qu'on associe en général à Jacques l'Éventreur. Alors, ça dépend qui. Vous avez encore en Angleterre certains qui ne lui associent pas seulement 5 assassinats, mais 6 assassinats. Il y a eu effectivement un meurtre dès le 7 août d'une certaine Martha, dès le 7 août 1888. Mais on va laisser tomber. En tout cas, ça commence en août 1888 et on va s'intéresser à la première, une certaine Marie-Anne d'Hippoly Nichols. Alors donc 5 meurtres canoniques qui sont associés parce qu'il y a, semble-t-il, je dirais un processus opératoire similaire. C'est ça, Dominique? Oui, il y a un modus operandi Mmh. similaire. Il y a une certaine dextérité, évidemment. Ce sont pour 4 d'entre eux des meurtres commis en plein air, dehors, dans la rue, ce qui suppose évidemment une vélocité extraordinaire. Il ne fallait pas se laisser prendre. Ça y est, il y a quand même beaucoup de monde dans ce quartier, hein, y compris peut-être d'ailleurs surtout la nuit. Alors, effectivement, ce sont des meurtres qui se ressemblent, qui sont des meurtres très ritualisés, si vous voulez. Non seulement on a tué quelqu'un, on n'a pas tué probablement avec cruauté, ce qui devait produire une certaine jouissance, procurer une certaine jouissance à notre ami l'éventreur. Ce n'est pas tellement de tuer, j'imagine, mais c'est d'ouvrir le ventre, d'éventrer, de sortir les organes et de les disposer d'une certaine façon. Certains ont même dit que ça obéissait à des codes ésotériques ou maçonniques, ce qui est peut-être un peu forcé, mais enfin, il y a chez lui une ritualité. C'est cette ritualité qui devait lui donner le plus grand plaisir. Les victimes n'ont pas été égorgées d'abord, elles ont été étranglées, ce qui est un point assez intéressant. Et c'est une fois mortes que le cadavre, tout frais, a subi les sévices qui sont similaires. Alors, plus ou moins élaborés, ces sévices. La troisième victime, Elizabeth Stride, présente beaucoup moins de sévices. On voit par exemple que ses oreilles n'ont pas été entièrement coupées, donc ça voulait dire qu'il a certainement voulu les couper, mais il n'a pas eu le temps. Et on pense par exemple, alors ce ne serait pas lié à un changement du modus operandi de Jack, ce serait simplement lié au fait qu'il s'est senti menacé, peut-être que la police est arrivée tout près, il n'a pas eu le temps de finir en quelque sorte. Et d'ailleurs le même soir, il va commettre un autre meurtre qui va être beaucoup plus réussi, si j'ose dire, de son point de vue, de Catherine Eddowes. Alors ce Et le sont dernier des meurtres est le plus accompli, le plus horrible, mmh. on éventre, etc. Donc Oui, ce sont des meurtres qui se passent la nuit en général. oui, oui, Sur oui, des toujours, oui, la La nuit. nuit, Oui. ce sont des meurtres donc avec des
des mutilations corporelles épouvantables. Ce sont des meurtres sur des prof Plus que ça, si vous me permettez, mutilation est un terme faible. Vous savez, mutiler, on coupe un doigt, un oreille, non, plus que ça. On sort les on organes, sort les on organes. les enroule, on les étale. C'est vraiment quelque chose qui est très rituel. Hein. C'est fait avec un soin extrême, une précision, ce qui nous donne déjà un indice précieux, la capacité extraordinaire quand même d'un certain point de vue de ce criminel. Il sait où se trouvent les organes, il sait comment bien les présenter, donc il a des connaissances anatomiques et pratiques, pas seulement théoriques, qui sont tout de même assez extraordinaires. Mais ce sont des femmes aussi, qui sont, pour la plupart ou pour toutes, prostituées et ce sont des femmes aussi d'une quarantaine d'années, sauf la dernière, semble-t-il. Alors Dominique, est-ce que vous Alors, pourriez prostituée occasionnelle, je dirais, pour beaucoup, c'est-à-dire que, vous savez, elle devait survivre. Il y a eu une Annie Chapman, s'était séparée de son mari, Mary Jane Kelly aussi, mais elle avait d'autres compagnons. Donc, c'est plutôt de la prostitution occasionnelle. Vous savez, encore aujourd'hui, hein, c'est un grand tabou d'ailleurs dans la société française. Mais beaucoup d'étudiantes et même d'étudiants, si vous voulez, complètent leur fin de mois, ils sont parfois plus ou moins obligés, il faut bien dire, parce que c'est très difficile de vivre, par des passes. C'est-à-dire qu'il y a toute une prostitution occasionnelle. Ce sont des gens qui se prostituent quand il n'y a pas d'autre moyen de gagner de l'argent. est-ce que vous pouvez nous présenter, par, chronologie ces victimes, Dominique? Ah ben bien sûr, il y a la première, donc Marianne Nichols, elles ont, alors je ne sais plus l'âge exact, c'est une quarantaine d'années. Ce ne sont pas des canons de beauté, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce sont des pauvres filles, alors elles se réjouissent, elles cherchent quand même un peu à plaire et à séduire, mais enfin, probablement parce que malgré tout, même si sans doute la passe était particulièrement bon marché, il fallait quand même être un peu aguichante pour le client. Donc la première sera Marianne Nichols, la deuxième Annie Chapman. Vous savez, ce ne sont pas des personnalités extraordinaires, c'est des braves filles pour la plupart, on pourrait dire. Alors c'est une petite boulotte, Annie Chapman, pas du tout jolie, qui a une quarantaine d'années, qui a eu des problèmes avec son époux, lequel d'ailleurs a eu lui-même de graves ennuis judiciaires pour empoisonnement. Donc elle a été au cœur déjà d'une tourmente. Alors, il faut bien retenir cette idée-là. Elle a été mariée avec quelqu'un qui était déséquilibré et criminel. Ça peut être une piste pour Jacques Léventreur. Bon. La troisième, on l'appelait Longlise, Elizabeth Stride. Longlise. Alors elle n'était pas si grande que ça, elle était d'origine suédoise, elle devait être un peu plus grande que les autres. Vous savez, on était plus petits aussi à cette époque, y compris en Angleterre. La reine Victoria d'ailleurs était toute petite. C'est vrai qu'elle n'était pas anglaise mais allemande, enfin ça n'explique pas, parce qu'en allemand on était plutôt encore plus grand qu'en Angleterre. Bon. Donc Elizabeth Stride, Longlise, un peu triste, une femme un peu probablement moins joyeuse que Marianne Nichols, polie. Et la quatrième, Catherine Edoff. Donc ce sont des femmes qui sont contraintes, si vous voulez, pour survivre et pour garder leur indépendance, Mmh. d'avoir recours à des passes la nuit qui sont très faciles. Vous savez, alors ce sont des femmes qui ont aussi un problème avec l'alcool. C'est un point important. Et quand elles gagnent de l'argent dans une passe, vous savez, la première chose qu'elles font, c'est d'aller boire. Et on peut imaginer qu'elles étaient plus ou moins saoules. Alors, comme elles sont prostituées, plus ou moins saoules, la vigilance, évidemment, Mmh. n'est plus présente. Il était évident qu'il était très facile de les aborder. En plus, quand on fait du racolage, évidemment, on aborde soi-même des clients éventuels. Mais en tout cas, l'éventreur n'a aucune difficulté à les approcher. Donc, ça veut dire, ça c'est très embêtant, on le verra pour celui qui recherche évidemment l'identité de Jack, ça veut dire qu'elle ne connaissait pas forcément. Vous savez que une première chose qu'on cherche dans une enquête policière, à qui profite le crime, bien sûr, mais aussi est-ce que la personne a peut-être suivi, la victime a suivi quelqu'un qu'elle connaissait. Est-ce qu'il pouvait y avoir un lien, une confiance de la victime envers l'assassin? Manifestement, dans le cas de Jack l'Éventreur, on n'en sait rien.
en tout cas, parce que les prostituées suivaient n'importe qui, parce que ce qui les intéressait, c'est évidemment les quelques pièces qu'elles allaient recevoir. Et puis la dernière, elle est un peu à part, c'est Marie-Jeanne Cayley, qui a une vie intéressante. Elle a été mariée à un journaliste, dont elle s'est ensuite séparée. Et pourtant elle avait 25 ans, je crois, donc elle était beaucoup Elle plus était jeune que beaucoup plus les jeune autres, que plus les autres. jolie Oui, beaucoup plus plus jeune. jolie, et elle était hébergée effectivement par un type assez peu recommandable du reste. Mais enfin, elle avait tout de même une vie un peu plus stable, semble-t-il, et puis sa jeunesse surtout lui donnait, je crois que c'est important peut-être du point de vue psychologique, lui donnait une perspective d'avenir. C'était quelqu'un qui pouvait se dire, bah, je m'en sortirai, je vais faire une nouvelle vie. Voilà pour ces victimes. En fait, les victimes ne sont pas très intéressantes à titre personnel, c'est des pauvres filles, que voulez-vous, hein, un peu moins la dernière, ce qui nous dissuade de chercher peut-être, alors peut-être pas, c'est une question qui se posera plus tard, du côté de leur vie. Il y a eu une enquête évidemment qui a été menée sur leur vie. Est-ce que ces femmes, c'est une première question, est-ce que ces femmes ont été tuées parce qu'elles étaient prostituées et que l'éventreur a voulu en quelque sorte se venger des prostituées en général comme telles, ou est-ce qu'il avait un compte à régler avec l'une d'entre elles pour une raison alors tout à fait personnelle? Donc C'est une question qu'on abordera la prochaine fois. il y a eu donc le premier meurtre épouvantable, ensuite après donc le second, mais l'affaire en elle-même, comment a-t-elle débuté? Parce qu'il y a eu un battage médiatique extraordinaire, même à Alors, quand il l'étranger. y a un meurtre, vous savez, ce qui se passait à Whitechapel, en général, on s'en soucie assez Mmh. peu. Il y a certainement eu beaucoup de meurtres ici ou là qui sont passés par pertes et profits, oserais-je dire. On s'en est vraiment très peu concerné. Le contexte est quand même de grandes tensions sociales. Je crois que la première explication du phénomène, parce qu'au-delà de la personne réelle de Jack l'Éventreur ou des personnes qui sont derrière Jack l'Éventreur, il y a un phénomène de société. Oui. C'est une crise sociale terrible. Vous savez que Londres a été très éprouvée par le choléra en 1858. Il y a eu à un moment donné le Stinking London, le Londres puant, parce que c'était les égouts, vous savez, à ciel ouvert, qui émanaient, alors tout simplement parce que les égouts avaient été conçus pour une ville beaucoup plus petite. Vous savez que la population londonienne a été multipliée, je vois, par 4 en quelques décennies au 19e siècle. Mmh. Donc la ville s'est totalement transformée, elle est devenue sordide, inquiétante. C'était le smog. On parlait à l'époque du foggy London, Mmh. cette espèce de brouillard, mélange d'humidité et de fumée d'usine. C'est ce contexte glauque que vous retrouvez, par exemple, dans certains romans du grand Charles Dickens. Oui. Et alors, des choses extrêmement sordides, comme des gens qui vendaient des organes, évidemment, et pas seulement la prostitution, mais toutes sortes de formes de néo-esclavagisme, on peut dire. Et puis, c'est le Londres de Sherlock Holmes. Vous savez que Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, qui est un Écossais d'Édimbourg à l'origine, eh ben, nous présente ce personnage inventé de Sherlock Holmes à l'époque, en 1889, un an après l'épisode de Jack l'Éventreur. Et le Londres qu'il nous décrit, c'est un Londres de grande crise sociale, très dangereux. C'est très dangereux de se promener dans certains quartiers et on craint l'embrasement. Le chef de la police, qui s'appelle Charles Warren, alors c'est un nom à retenir absolument, à mon avis, il a un rôle clé dans cette affaire, on va en reparler. Non pas que ce soit l'éventreur, mais enfin, il a quand même un rôle très important. Vous savez, Charles Warren, il avait été dans les colonies britanniques et il avait excellé dans l'art de mater les populations révoltées. Au fond, le premier problème de Charles Warren, c'était d'éviter l'explosion sociale, de contenir l'explosion sociale. C'est un point extrêmement important, ceci. Mais il avait été Donc, très controversé, il avait chargé la oui, population, il me semble, lors exactement, d'une il avait chargé manifestation. la population Mmh. lors d'une manifestation. Il y a une haine farouche Mmh. contre lui. On est dans une période de tension, il y a des menaces qui pèsent sur la couronne elle-même. On se dit un jour la reine Victoria sera peut-être assassinée. Et il y a en plus des espèces de guerres claniques, par exemple autour des juifs, un antisémitisme qui risque de flamber.
Donc c'est dans ce contexte extrême que les épisodes surviennent, pas seulement comme des faits divers, mais on pourrait dire comme des faits de société au sens fort, c'est-à-dire illustrant cette société où la criminalité et où le meurtre ne manque pas de surgir, prodrome peut-être d'une explosion sociale meurtrière qu'il sera très très difficile de contenir. Donc c'est dans ce contexte qu'éclate cette affaire. Et puis, si effectivement l'impact a été considérable, c'est à cause des lettres. Il y a eu un épisode un peu semblable au XXe siècle en Amérique. Vous savez, c'est le fameux criminel du Zodiac. Il y a d'ailleurs eu un film le concernant. Et là aussi, si vous voulez, c'est un criminel qui écrit. Alors, est-ce que c'est le criminel qui a écrit toutes les lettres? On a à peu près 300 lettres qui ont été écrites, soit à Scotland Yard, c'est-à-dire à la police, soit à la presse. Et le fait de cette médiatisation vient justement de ces lettres. Je crois qu'il y a deux positions vis-à-vis de ces lettres, si vous voulez. Moi, je suis au milieu des deux positions. La première, ces positions, c'est de dire qu'il y a une folie collective. Peut-être entretenu par les journalistes qui voulaient d'une part s'affirmer comme pouvoir, vous savez, d'une certaine façon, la presse est devenue à ce moment-là un quatrième pouvoir. Ça l'est devenu en France aussi, notamment avec l'affaire Dreyfus. C'est devenu un pouvoir, la presse. Pensez à Jacques Zola, Clémenceau qui s'en servait. Mais évidemment, dans un contexte quand même plus pacifique, moins horrible, même si cette affaire Dreyfus, ne l'oubliez pas, a été très clivante et a été vécue de façon assez violente. Bon. Manifestement, la presse s'empare en quelque sorte de ce fait divers pour se poser comme un pouvoir. Alors, ces 300 lettres à peu près qui ont été écrites, vous avez en fond deux positions les concernant. La première, qu'on pourrait appeler maximaliste, sa position qui dit, effectivement, Jacques Léventreur a beaucoup écrit. C'est-à-dire qu'il y avait une folie comme le fameux Zodiac dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans son délire en quelque sorte meurtrier, il n'y a pas simplement, qui est un peu de type hystérique, il faut bien dire, c'est-à-dire qui souhaite être vu, être reconnu. C'est un grand besoin de reconnaissance. Il y a d'ailleurs les profilers aujourd'hui, ceux qui étudient le profil psychologique des tueurs en série, disent que beaucoup d'entre eux ont souffert d'un manque de reconnaissance, d'une humiliation. Il y a eu un film sur le personnage du Joker qui est sorti juste avant le confinement sur nos Mais écrans. pour bien comprendre, pardonnez-moi, pour bien comprendre Dominique, donc la presse s'est emparée de ces meurtres. Il y a eu une Voilà. couverture médiatique à chaque meurtre. Et de cela, il y a eu des lettres envoyées par on ne sait qui. Donc certains disent que c'est Jacques Léventreur. Des lettres envoyées à la presse ou envoyées à la police. C'est bien ça, Dominique? Exactement. D'aucuns ont dit que c'est la presse elle-même qui était à l'origine d'un certain nombre de ces lettres et des autres lettres seraient le fait de fous. Vous savez qu'il y a un certain nombre de gens qui se sont accusés d'ailleurs d'être Jacques Léventreur. Il y a même un journal intime d'un prétendu riche personnage industriel, je crois, de Liverpool, où il se présentait, il racontait ce qu'il avait vécu comme Jacques Léventreur. On sait qu'aujourd'hui, c'est un fou. Donc, il y a eu une explosion. Mais sur ces 300 lettres, il y a des lettres de type très différent. Certaines, manifestement, sont délirantes. Certaines, il n'y a pas la même écriture, il n'y a pas le même papier. Donc, ce n'est pas la même personne qui les a envoyées. Mais il y en a quelques-unes qui sont troublantes, en particulier deux. Je reviendrai sur ce point lorsque j'envisagerai les différentes hypothèses. Il y en a une qui s'adresse, qui écrit « My dear boss ». Dear boss, ça veut dire chef, mon cher chef. Alors, et en plus qui mentionne les lettres, les initiales de celui qui suivait l'affaire en quelque sorte pour le compte de Charles Warren, qui est le fameux, alors c'est un policier de haut rang, mais qui n'était pas connu de la presse et de la population, évidemment, Donald Sutherland Swanson, c'est-à-dire DSS. Donc cette mention de DSS sur une des lettres est très troublante parce que c'est quelqu'un qui connaissait de l'intérieur les secrets de l'enquête policière. Et puis il y a une lettre, la pire de toutes peut-être, qui s'appelle Fromel, ça veut dire de l'enfer. Vous savez qu'à partir de cette lettre, on a fait une bande dessinée. Il y a eu un film d'ailleurs merveilleusement réussi avec qui présente une des hypothèses que je ne retiens pas, qui à mon avis est très très improbable, avec Johnny Depp et Ian Holm
Mmh. dans les rôles principaux. Il parle du docteur Gull, le médecin de la reine Du Victoria, dont médecin de je la vous reine, reparlerai oui, la du médecin prochaine de la fois, reine. Mmh. exactement, qui est un personnage qui a existé par contre, hein, mais qui était déjà un vieux monsieur de 70 ans en très mauvais état. Et alors, formelle, la lettre a existé, et il est possible qu'elle soit effectivement de Jack l'Éventreur lui-même, puisqu'il raconte donc, il envoie un bout de rein, donc il y a un bout de rein qui a été prélevé sur une des victimes. Avec la lettre? Oui, oui, et il dit que le reste, il l'a mangé, et que c'était Mmh. délicieusement bon. Bon, Elle a été c'est envoyée aux évident. journalistes ou à la police, cette lettre? Un journaliste, journaliste, journaliste. Et donc cette lettre est évidemment a créé un choc. Et le fait qu'il y ait un bout de rein, évidemment, c'est particulièrement sordide. Remarquez, ça se fait beaucoup. Vous savez, il y a eu des rapts quelquefois, même en France, le baron en pain, on a envoyé un doigt. Enfin, c'est évidemment pour prouver ce qu'on affirme, mais il y a quelque chose de terriblement sardonique dans cette lettre. Lorsqu'il dit c'est délicieusement bon, elle a mangé un rein une partie du rein de cette femme. Bon. Et surtout, from elle, on sent bien, il annonce d'autres meurtres et il annonce, donc c'est après Annie Chapman, hein, c'est entre le meurtre d'Annie Chapman et celui d'Elizabeth Stride. Il annonce qu'il va continuer et il annonce notamment qu'il va s'en prendre aux oreilles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Elizabeth Stride, on a voulu couper ses oreilles. Alors, elles sont entaillées simplement, mais parce qu'il a dû partir, il a dû s'enfuir. Mais ça veut dire que cette lettre annonçait ce qui allait se passer. La police, était structurée à l'époque. L'enquête a Oui, été, confiée à Donald Swanson, que vous citiez tout ça à c'est l'heure. Lance Swanson, mais Oui. surtout, alors, lui tirait les ficelles, j'allais dire, à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de médiatique, quelqu'un qu'on connaissait qui allait sur le terrain. Celui qui allait sur le terrain, c'était Frederick Aberline, qui était un vieux policier. Bon, Johnny Depp l'interprète, mais Johnny Depp est un jeune homme lorsqu'il l'interprète. C'était un policier expérimenté. Et au-dessus, il y a ce fameux Charles Warren, qui évidemment supervise et contrôle tout ça et qui voit surtout l'implication politique. Vous savez, entre nous, il s'en fichait de ces prostituées mortes, après tout, une de plus, une de moins, ça ne le préoccupait pas beaucoup. Mais il craignait évidemment que ça ne conduise à une explosion, Une explosion. et en particulier une explosion d'antisémitisme, parce que quand il y a des meurtres, on cherche des boucs émissaires, et les juifs pouvaient constituer des boucs émissaires très bien trouvés. Donc il fallait absolument donc trouver le coupable. Comment s'est Oui. déroulée cette enquête? Qui a-t-on, qui a-t-on, entendu? Est-ce qu'on a porté, les soupçons, sur telle ou telle catégorie? Comment ça s'est passé, Dominique? Ah oui, bien sûr. On s'est dit d'abord que la personne devait très bien connaître les rues de Whitechapel. Pour pouvoir échapper ensuite à la police, pour pouvoir se glisser d'une rue à l'autre, passer inaperçu. Donc c'est quelqu'un qui ou bien vivait dans le quartier, ou bien le fréquentait de façon assidue, en tout cas le connaissait très bien. Alors, la deuxième indice important, évidemment, c'était ces femmes ont été dépecées, éventrées, dépecées dans un temps record. Mmh. En tout cas pour les 4 premières. En ce qui concerne Mary Jane Kelly, le tueur a eu son temps. Il a pris son temps, sans doute par plaisir, mais bon, néanmoins, ça a été très bien fait. C'était du très beau travail. Donc on s'est tout de suite intéressé aux bouchers, aux barbiers, aux chirurgiens. Certains ont dit que ça peut être un médecin, un policier qui connaissait les autopsies, quelqu'un qui en tout cas avait une connaissance extraordinaire, parfaite et pratique aussi de l'anatomie. Bien sûr, on s'est attaché aussi aux souteneurs, il y en a qui ont été soupçonnés, mais c'est surtout les équarrisseurs. Alors les équarrisseurs constituaient évidemment une catégorie très mal vue et qui avait la capacité de tuer très vite et de découper en morceaux aussi les chevaux, en particulier les chevaux morts, de façon très rapide. Alors parmi les suspects, lorsqu'on fera l'inventaire des suspects, il y en aura un certain nombre. Vous savez que les suspects, il y en a au moins une centaine. Hein. Donc on a interrogé un peu tout le monde. On a abandonné, parfois ça n'a pas toujours été fait de façon très cohérente. Il y a certains suspects qu'on a laissé tomber, notamment celui que je vais retenir, eh bien, c'était pourtant, je ne dis pas évident, mais on aurait dû s'y intéresser davantage, puisqu'il était là sur les lieux du crime
dès le départ du premier film. Alors, on dit qu'on a interrogé plus de 2000 personnes, que la police a examiné, les faits et gestes de plus de 300 personnes et que tout de même 80 ont été emprisonnés. Oui, ont été emprisonnés, puis finalement libérés. Euh, on a enquêté. Alors l'idée de l'emprisonnement, c'est assez bizarre cette affaire-là parce qu'il s'agissait aussi de rassurer. C'est important, rassurer les populations, éviter l'embrasement. Et puis quand on emprisonne quelqu'un, ça permet de savoir s'il est innocent ou coupable. Pourquoi? Oh, pour une raison très simple, c'est que quand il est en prison, normalement, il ne doit plus y avoir de meurtre. Donc ceux qui étaient emprisonnés, quand on emprisonnait quelqu'un, on savait que si un meurtre était commis alors que cette personne était en prison, elle était innocente. Vous retrouvez ça dans un film qui s'appelle L'assassin habite au 21, je ne sais pas si vous dites ce film, mais c'est cette grande idée, évidemment, que si vous mettez quelqu'un en prison, ben, si un autre meurtre est commis, c'est qu'il n'est pas coupable. Donc on a Donc ça été fait, voilà, oui, donc on a il y a eu du profilage notamment par un médecin qui a beaucoup examiné le corps de la dernière victime d'ailleurs, qui s'appelle le docteur Thomas Bond. C'est pas James Bond, c'est Thomas Thomas Bond, Bond. et qui a effectivement s'est interrogé sur le profil psychologique, psychiatrique du tueur en fonction du modus operandi. Alors finalement, toutes ces enquêtes, n'ont pas abouti puisque personne n'a été accusé, enfin n'a été traduit en justice. Mais non, à la fin, personne, on ne sait pas qui était exactement. Par contre, et c'est ça qui est très curieux, à un moment donné, la police a dit qu'il n'y aura plus de meurtre. Après le meurtre de Mary Jane Kelly, la police a dit c'est certain, il n'y aura plus de meurtre. Et les policiers, les effectifs policiers nombreux qui avaient été mobilisés pour circuler dans les rues de Whitechapel ont été appelés. Ils n'étaient plus là. On a dit ce n'est plus la peine de surveiller. Ah, c'est très troublant. Comment la police savait-elle, alors qu'il n'y avait aucun meurtrier arrêté véritablement, qu'il n'y aurait plus de meurtre? Et de fait, il n'y a probablement, supposé qu'il n'y ait pas eu des meurtres ignorés, il n'y a probablement plus eu de meurtre après novembre 1888. Et la police le savait. Alors ça, c'est un élément évidemment Très troublant. très troublant. Alors c'est parce qu'elle avait un suspect probablement, qu'elle avait une certaine certitude morale de la culpabilité de ce suspect qui s'était suicidé. Alors, évidemment, une fois qu'il s'était suicidé, c'est l'une des hypothèses. D'autres disent que il savait et que la personne a été neutralisée d'une façon ou d'une autre. Mais ça, j'empiéterai sur les différentes solutions que Oui, je on vais le mettre en verra valeur. dans la seconde émission. Mais il n'empêche que le chef de la police, Charles Warren, il a démissionné puisque Il a démissionné, oui, absolument, il a démissionné parce que la police ridiculisée, si vous voulez, en quelque sorte. Il y avait des caricatures, il y avait une férocité. On s'est dit, mais cette police est incapable et impuissante. Donc il a démissionné et les meurtres vont s'arrêter. Alors ça, écoutez bien ce que je dis là, parce qu'à mon avis, ça peut être un des éléments. Les meurtres se sont arrêtés une fois que Charles Warren a quitté sa charge. Comme si, au fond, le départ de Charles Warren rendait inutile d'autres meurtres. C'est troublant. c'est assez troublant. Alors C'est-à-dire qu'il peut y avoir des manipulations. Je voudrais vous dire, c'est que derrière l'hypothèse qui n'est pas forcément, les deux ne sont pas forcément contradictoires, derrière l'hypothèse d'un tueur fou, d'un tueur en série, d'une pathologie psychiatrique, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'une manipulation sociale ou d'un règlement de compte personnel. Alors en fait, il y a eu de très nombreux suspects, Oui, aucune personne, arrêtée et confondue en quelque sorte. C'est un mystère, voilà. qui dure encore, même à nos Alors vous jours. avez, voilà, par exemple parmi les suspects, pour donner un peu de concret quand même Oui. à nos auditeurs, même si les noms on ne peut pas tous les retenir, il y a eu notamment un type qu'on surnommait tablier de cuir, parce qu'il se promenait avec un tablier de cuir. Il y a une rumeur, vous savez, la rumeur évidemment courait dans un endroit comme Whitechapel, qui prétendait l'avoir vu sur le lieu des meurtres, et qui a été ensuite innocenté. Il s'agirait d'un certain John
Pizer, qui était bottier, qui habitait Whitechapel, qui était un artisan extraordinaire. Alors, il n'était pas effectivement chirurgien ou équarrisseur, mais il savait manier le poinçon de façon assez stupéfiante. Il était juif et ce surnom de laser apron, c'est-à-dire de tablier de cuir, va lui nuire. Il était agressif, c'était un tempérament agressif qui terrifiait et menaçait les prostituées du coin, a déjà blessé une personne avec un coup de couteau. Vous voyez, donc c'était un coupable assez familier, assez facile, pardon, à trouver. Mais il y a deux raisons pour lesquelles on l'a très vite innocenté. La première, c'est qu'il avait deux alibis. Enfin, un alibi pour deux des meurtres. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas à supposer, évidemment, qu'il n'y ait eu qu'un seul Jacques Léventreur, ce qui est une question sur laquelle nous allons revenir dans la deuxième partie. Mais à supposer qu'il n'y ait eu qu'un seul Jacques Léventreur, bah, s'il était ailleurs, ça ne pouvait pas être lui. Et puis, deuxièmement, c'était un être, alors, effectivement, très talentueux pour couper le cuir, mais très primaire, si vous voulez, qui n'a pas la structure psychiatrique, beaucoup plus introvertie, beaucoup plus frustrée, on pourrait dire, pas frustre, mais au contraire frustrée, d'un tueur en série, et qui est quelqu'un qui a généralement un complexe, qui rase les murs. Vous savez, les tueurs en série, c'est vraiment des gens qui rasent les murs, qui ne se sentent pas reconnus, qui ont été humiliés. Ce n'est pas le profil psychologique de ce John Pizer. Il y a eu plusieurs autres, alors, qui étaient souvent des alcooliques, ou alors des gens qui effectivement qui étaient connus pour le tapage nocturne, pour des violences. Alors ceux-là qui étaient d'abord suspectés, on les a en général assez vite, et je crois avec raison, écartés. Mais il y en a quand même un certain nombre qui sont passés. Puis on en est venu à des hypothèses lointaines, à dire que ce n'était pas quelqu'un qui habitait Whitechapel, mais qui venait discrètement. Alors, il y a eu un sorte de délire à un moment donné. Presque tout le monde était soupçonné d'être Jack Léventreur. C'est que même Lewis Carroll, celui qui a écrit Alice au Pays des Merveilles et dont nous savons aujourd'hui qu'il avait pour les petites filles des tendances pédophiles, mais alors accepté mais jamais concrétisé, il n'est pas passé à l'acte. Enfin, Lewis Carroll, qui était un révérend du reste, et un génie de la littérature et de la pensée, a été lui aussi soupçonné, ainsi qu'un peintre dont je reparlerai la prochaine fois, comme Walter Sickert. Donc, on est en présence parfois d'un délire interprétatif, mais c'est vrai que le grand problème des tueurs en série, c'est qu'ils ne tuent pas dans leur entourage immédiat, forcément. Et donc, que c'est le lien en général entre le criminel et la victime qui permet d'identifier. Dans le cas des tueurs en série, non, sauf que, évidemment, tous les crimes ont été commis au même endroit par quelqu'un qui connaissait le quartier, ce qui est quand même un indice. Alors, il y a eu de très nombreux articles sensationnalistes, Oui. une couverture de presse extraordinaire, et c'est une affaire qui a duré, enfin les articles, elle a duré à peu près combien de temps? On peut dire que la vague Jacques La vague. Léventreur s'est apaisée définitivement en 1892 à peu près. Donc vous voyez, ça a duré 3-4 ans. 3-4 ans. Mais les crimes eux-mêmes, je vous le répète, alors à supposer qu'il n'y ait pas eu d'autres crimes. Vous avez des ripologues qui disent qu'il y a eu d'autres crimes un peu différents et que donc l'affaire a continué. En mode mineur d'une certaine façon. Je ne suis pas persuadé parce que en général on ne voit pas pourquoi quelqu'un qui au fond passe à l'acte et puis est forcé de plus en plus de passer à l'acte et accomplit en quelque sorte, à ses propres yeux évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, une sorte de chef-d'œuvre dans le mal comme avec Mary Jane Kelly, eh bien on voit mal pourquoi il continuerait un peu en mode mineur à tuer de ci de là. Je pense donc qu'il est assez possible quand même, ou probable même, qu'il n'y ait plus de meurtre. Mais le fantasme, quand il y avait des meurtres ailleurs, on commençait aussi à dire Jacques Léventreur a déménagé. Vous savez que parmi les candidats, si j'ose dire, pour être Jacques Léventreur, il y aura un célèbre Frédéric Bailey Deeming, qui a par la suite assassiné sa femme et ses enfants en 1891 dans le Lancashire, puis qui va vivre en Australie, se remarie et qui tue aussi sa seconde épouse.
et qui a ensuite prétendu être Jack l'Éventreur. Alors c'est un nom qu'on ne peut pas écarter complètement des soupçons. Ce Frédéric Bailey Dimmings, je n'en reparlerai pas, je ne pense pas que ce soit lui, puisqu'il y a des textes qui le mettent en prison au moment des crimes, mais certains disent qu'il n'y était peut-être pas, qu'il était inscrit, mais en fait il était déjà sorti, ou bon. Donc il y a une erreur de date. Donc, Dominique, si je comprends bien, donc des meurtres qui se sont déroulés sur un temps court, en tout cas les meurtres canoniques, les 5 meurtres. Ensuite, après, une couverture médiatique qui a Énorme, duré énorme, oui. énorme, qui a duré à peu près 4 ans. Et tout ceci ajouté au fait qu'il n'y a eu aucune personne accusée, on n'a pas trouvé l'assassin. Tout On n'a pas ceci, trouvé, voilà, on alors n'a pas trouvé certains ont dit, l'assassin. Donc tout ceci a amené à créer en quelque sorte, à marquer les imaginaires et à ah oui, créer la légende de Jacques l'Éventreur. oui, même si, il faut bien dire, dans certains milieux, on a dit, on sait qui c'est, mais il ne faut pas révéler le nom parce qu'il est mort et que ça salirait sa famille. Et là, il faut faire quand même référence à l'un des suspects, le fameux Montaigu. C'était un homme d'une trentaine d'années, passablement dérangé, et qui à un moment donné a été considéré, donc c'est John, on l'appelle aussi John Druitt, il y a 2 noms, John Druitt Montaigu, qui s'est noyé, qui aurait été un homosexuel tourmenté, assumant mal son homosexualité, et qui aurait avoué dans le cadre privé à Jack l'Éventreur et qui serait mort par noyade début décembre 1888. Donc il semblerait que certains considéraient que c'était bel et bien lui. Mais aujourd'hui, ça reste une hypothèse parmi d'autres et pas la plus probable. Bien, Dominique, nous arrivons au terme de cette première émission où vous avez Oui, brossé un petit peu le contexte, les meurtres de Jacques l'Éventreur. Et la seconde émission sera consacrée aux différentes hypothèses qui se cachent derrière Jacques l'Éventreur. Est-ce que vous avez, avant que nous nous quittions, quelque chose à ajouter? oui, bien sûr. Ce que vous avez vous-même souligné, Sabrina, avec beaucoup de pertinence dans notre entretien, c'est le rôle de la presse. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement en présence d'un criminel qui tue, on est en travers d'un phénomène qui est quand même assez louche. On a l'impression, je ne dis pas que la presse est inventée, naturellement pas, mais en tout cas, elle a mis en valeur ces assassinats. Et alors, est-ce que ça correspond à un tempérament histrionique, hystérique d'un assassin qui veut qu'on parle de lui parce que ça compense son complexe d'infériorité? C'est une hypothèse psychiatrique qu'on peut envisager. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas derrière quelque chose qui est de l'ordre de la mise en scène et du montage? Est-ce que Jack l'Éventreur, c'est seulement un serial killer, un fou, quelqu'un qui a tué par pulsion 5 femmes, évidemment, il fallait en parler parce que c'était spectaculaire, ou est-ce que derrière, il n'y a pas une opération médiatique qui aurait un but précis? Et c'est peut-être ça que je vais essayer d'examiner en détail aussi au travers des différentes hypothèses qui ne sont pas simplement celles de savoir qui, parce que qui, vous en avez beaucoup possible, mais pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'il n'y a pas derrière vous savez, l'hypothèse facile de la folie criminelle, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus profondes? Merci Dominique d'avoir regardé avec nous cet épisode sordide d'une Angleterre pauvre de 1888. La prochaine fois, donc, nous examinerons justement les fameuses hypothèses qui se cachent derrière Jacques l'Éventreur. Merci de votre éclairage, Et Dominique. surtout, que tous nos auditeurs nous écoutent lorsque je parlerai des hypothèses parce que je vais donner un point de vue nouveau. Pas tellement nouveau par les éléments, mais par la façon dont je les combine et essaye d'apporter une solution qui réponde à l'ensemble des questions. Merci à vous et à bientôt. À bientôt!